Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une nuit calme, dans leur lit, sans sirène d'alerte et sans courir dans les abris. Les Israéliens n'en avaient pas connu depuis 12 jours. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, 24 heures après le début du cessez-le-feu. Vous nous direz dans un petit instant comment la presse israélienne analyse la situation ce matin. Mais avant, parlons des civils. Aujourd'hui, les commerces et les écoles vont rouvrir dans l'État hébreu. La vie est censée reprendre son cours. Cependant, le traumatisme reste vif. À Beersheva, ville du sud d'Israël, les missiles iraniens ont fait 4 morts hier matin, juste avant la trêve. Les habitants ne décolèrent pas alors que le régime des Mollahs est toujours en place à Téhéran. On écoute votre reportage Wilfried et on vous retrouve juste après. Entre deux immeubles aux façades éventrées, un trou béant et des gravats de béton, l'air est saturé de poussière. Le missile s'est écrasé juste là, emportant 6 étages et l'abri d'un appartement où une famille avait trouvé refuge. Léna habite de l'autre côté de la rue. Très tirée, les yeux rougis, elle voit le cessez-le-feu comme une bouffée d'oxygène. J'ai 2 enfants et j'ai eu la peur de ma vie aujourd'hui, alors ça ne peut plus continuer comme ça. Je veux de la tranquillité, un retour au calme. Je veux cette trêve. Malheureusement, je pense que dans quelques années, on reviendra au même scénario, à moins que le régime iranien ne tombe. Et c'est bien ce que redoutent les habitants du quartier, que Téhéran attaque de nouveau. Une colère noire envahit Dani quand il pense aux victimes des attaques ce mardi. Une famille entière a été massacrée. Les Iraniens tirent sur des zones où vivent des civils. Pour moi, Israël est le seul pays qui ose vraiment se lever contre le régime des Mollahs. Mais je pense que le cessez-le-feu est une bonne chose. Enfin, s'il tient. J'ai beaucoup d'espoir car nous voulons tous vivre en paix. Un fragile espoir de paix dans une ville où la menace iranienne plane toujours. Il faudra frapper fort, assène une autre habitante, si Téhéran ne respecte pas le cessez-le-feu. Wilfried de Villers, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Le cessez-le-feu, justement, il a débuté depuis un peu plus de 24 heures maintenant. Ce matin, la presse israélienne fait le bilan de cette guerre. Oui, de ce conflit que les médias appellent désormais la guerre des 12 jours. Un bilan statistique d'abord avec cette infographie en une du journal Yediot où l'on apprend que ce sont plus de 300 cibles militaires qui ont été frappées en Iran, que 9 installations nucléaires ont été détruites et 13 grandes figures du régime éliminées. Le Yediot donne aussi des chiffres côté israélien, notamment ses 63 frappes directes sur le pays et ses 15 000 personnes déplacées. Le quotidien Hayom à présent, journal gratuit proche du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou. Dans celui-ci, on peut lire dans un édito que la dernière frappe sur le nord d'Israël semble être une opération calculée de l'aile la plus dure du régime iranien, elle qui a mis en péril le cessez-le-feu. Enfin, il y a une grande question qui revient un peu partout dans les médias israéliens ce matin. Que reste-t-il vraiment du programme nucléaire iranien alors qu'il n'est pas certain que les stocks d'uranium enrichi aient vraiment été détruits? Dans le journal très conservateur Makor Rishon, on comprend que la droite nationaliste aurait préféré que les opérations continuent au moins un temps en Iran pour être certain d'avoir bien éliminé cette menace. Mais pour le quotidien, c'est bien une nouvelle donne internationale du nucléaire qui s'ouvre avec la fin de cette guerre. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. La destruction du programme nucléaire iranien inquiète l'État hébreu, on l'entend. Et c'est aussi le cas aux États-Unis. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Plusieurs médias affirment ce matin que les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens n'ont pas été aussi efficaces que le prétend Donald Trump. Oui, c'est un document confidentiel du Pentagone qui a fuité dans la presse et qui affirme que les frappes américaines n'ont pas pénétré assez profondément pour atteindre l'uranium et les composants vitaux des sites nucléaires de Natanz, Fordo et Ispahan. Pire encore, le document indique que les frappes auraient seulement endommagé les enceintes extérieures des sites et bouché leurs entrées. Le programme nucléaire iranien ne serait ainsi retardé que de quelques mois. Les renseignements indiquent également que les Iraniens ont très certainement déplacé l'uranium en amont des frappes. Évidemment, la réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Cette opération militaire est la plus réussie de l'histoire. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits. Fake news CNN, a-t-il écrit sur Truth Social. La chaîne télévisée est en effet la première à avoir rendu l'information publique. La Maison-Blanche, elle, de son côté, confirme l'existence du rapport, mais qualifie la fuite de totalement erronée. Sur Fox News, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a tenté de sauver les meubles. Il ne fait aucun doute que nos bombes ont totalement détruit la centrifugeuse de Fordo. Ceux qui ont fait fuiter ces documents devront rendre des comptes, a-t-il prévenu. Fox News a également interviewé le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, selon qui il est pour l'instant impossible de savoir où se trouve l'uranium iranien. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, a noté qu'au lendemain du début de ce cessez-le-feu, l'Iran annonce ce matin avoir pendu 3 hommes présentés comme des espions à la solde d'Israël. Selon le pouvoir judiciaire iranien, ils auraient tenté d'importer de l'équipement pour mener des assassinats dans le pays. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. L'interminable scandale des airbags Takata, 800 000 nouveaux véhicules supplémentaires sont immobilisés. Au total, 1 700 000 voitures équipées de ces airbags
blagues à risque en Corse, en Outre-mer, ainsi que celles datant d'avant 2011 dans l'Hexagone, sont concernées par le dispositif Stop Drive, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus le droit de circuler. Et puis dans l'Aisne, le nombre d'intoxications alimentaires a encore augmenté. 22 personnes désormais sont contaminées par la Bacteria E. coli. Une personne âgée et 21 enfants, dont une fillette de 12 ans qui en est décédée le 16 juin dernier. Les analyses sont toujours en cours pour savoir d'où vient la viande infectée. 6 boucheries et rayons boucherie sont toujours fermés préventivement et la préfecture a mis en place une cellule d'information afin de répondre aux inquiétudes de tout un chacun. Reportage à Saint-Quentin du correspondant d'Europe 1 Maximilien Carlier. Cellule d'information publique, bonjour. Dans la préfecture de l'Aisne, des fonctionnaires avec au bout du fil des habitants préoccupés suite à ces cas d'intoxication alimentaire sévère. J'ai mon fils, en fait, il a un petit peu de sel, vous savez, avec un petit peu de sorte de glaire. D'accord. Alors déjà, est-ce que vous avez consommé de la viande des boucheries fermées? Du tout. Madame, excusez-moi de déranger. Vous avez des résultats sur la viande qu'on peut consommer et pas consommer du tout. Un peu moins d'une centaine d'appels par jour. Objectif de cette cellule, informer et filtrer aussi pour ne pas engorger le SAMU. Il n'y a pas de contamination dans l'air, madame, pour répondre à votre question. Ces agents rassurent les familles sur leurs habitudes de consommation. Elles sont inquiètes. Est-ce que je peux boire du lait? Est-ce que je peux manger des œufs? Est-ce que je peux manger du poisson? Il y a une espèce d'inquiétude qui s'installe par rapport à tous les autres aliments. Et par rapport aussi énormément aux autres boucheries. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est ces boucheries-là. Oui, mais demain, ça se trouve, vous allez en fermer une autre. Un dispositif qui restera ouvert tant que les doutes des habitants ne seront pas dissipés. À Lens, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis attention aux orages. Anissa Haddadi nous mettait en garde il y a quelques minutes. 47 départements sont en vigilance orange cet après-midi. Des épisodes orageux parfois violents, c'est ce que nous dit Météo France, Anissa. Oui, des orages qui vont éclater à la mi-journée. Alors, on a déjà eu des gros orages cette nuit sur la Charente-Maritime. Là, ces orages vont se développer au fil des heures. Alors, on a 47 départements, Dimitri, vous le disiez, qui sont situés entre la Charente et la Saône-et-Loire pour la partie la plus à l'est, la Somme et la Haute-Garonne entre le nord et le sud. Ces 47 départements vont être touchés par des orages qui seront violents en électricité, intense en grêle. On attend des grêlons entre 2 et 5 cm. C'est une taille très importante. Des rafales de vent qui pourront dépasser les 100 km/h. Et puis surtout de fortes pluies avec 30 à 50 mm attendus en 1 à 2 heures. Donc ce sont vraiment des seaux d'eau qui vont tomber avec cette forte activité électrique. Donc les orages des prochaines heures vont être violents. L'épisode va s'arrêter dans la nuit, milieu de nuit. Et les températures vont retomber demain, mais ça va repartir. Voilà, les températures vont baisser demain après le passage des orages, mais on va revivre un nouvel épisode caniculaire très fort dans les prochains jours. Merci beaucoup Anissa. Un mot de football. L'Olympique Lyonnais fait appel de la décision de la DNCG, le gendarme financier de la Ligue, a sanctionné les Lyonnais hier, relégués en Ligue 2 pour une dette de 175 millions d'euros, malgré leurs efforts pour rééquilibrer leur compte. Et puis en tennis, Loïs Boisson n'a pas passé le premier tour des qualifications pour Wimbledon. La sensation française du dernier Roland-Garros, propulsée à la 65e place mondiale, s'est inclinée en près de 2 heures hier face à la Canadienne Carson Brandstein, 197e mondiale. Merci Fanny Marceau. C'était votre journal. J'ai quelques secondes pour vous parler